à tous et bienvenue autour de votre grande table. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'autre Freud, l'enfant terrible de la psychanalyse, Sándor Ferenczi, l'auteur hongrois de Thalassa. L'écrivain et scénariste de bande dessinée Benoît Peeters lui consacre une biographie chez Flammarion. Il sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, un conte médiéval aux accents si actuels, celui de notre premier invité, le dessinateur Cyril Pedrosa. Formé à l'école des Gobelins, passé par l'animation avant de basculer dans la bande dessinée, en duo avec le scénariste David Chauvel pour la série Ring Circus, puis en solo pour Les Cœurs solitaires ou encore Trois ombres, ou encore Autobio ou encore Portugal, jusqu'à L'Âge d'or, première partie, prix Landerneau, publié il y a 2 ans, dont la suite paraît enfin aujourd'hui, L'Âge d'or volume 2, c'est chez Air Libre, une fable inspirée des chansons de geste. On en parle tout de suite jusqu'à midi et demi. La grande table. Olivia Gesbert. Il était une fois une princesse. Je commence par un résumé de l'histoire. Bonjour Cyril Pedrosa. Bonjour. À la mort de son père, la princesse Tilda s'apprête à lui succéder. C'était sans compter les manigances du cardinal régent, de sa mère, de son frère, qui prennent le pouvoir et la bannissent du royaume. Accompagnée de Berthilde et du seigneur Tancred, elle se lance dans une opération reconquête du pouvoir. Au même moment, dans un coin du royaume, un peuple se soulève et réclame le retour de l'âge d'or. Il est là, le trésor, celui de l'histoire des hommes et d'une époque où chacun naissait libre et égaux, raconté dans ce livre sacré. Vous ne reprenez pas tout à fait le récit là où vous l'avez laissé à la fin du volume 1 avec votre co-auteur Roxane Moreil. Pourquoi cette ellipse ? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre les deux ? Ce qui s'est passé entre-temps, c'est le temps de la construction de la guerre, en fait, qui est important dans le récit, mais enfin qui est important comme un élément du récit, mais qui n'était pas au cœur de ce qu'on voulait raconter. C'est pour ça qu'on l'a complètement mis en ellipse. Et on voulait aussi faire un bond dans le temps important pour pouvoir raconter, pour pouvoir par contraste montrer à quel point Tilda avait changé en quelques années. La jeune princesse perdue à la recherche de son destin du premier tome est devenue une guerrière toute puissante et un peu enivrée de son pouvoir. Et ce qui nous intéressait, c'était pas tant de raconter cette lente transformation, mais d'aller directement à ce moment-là de son histoire à elle, pour voir comment ça résonne avec tous les mouvements qui se joue dans son peuple et comment tout cela rentre en contradiction et comment visiblement elle a oublié le sens de son engagement en fait. Et dans ce deuxième volume, c'est une véritable guerrière. Elle a des allures de Jeanne d'Arc dans son habit en acier ou en titane sur son cheval, cette cavalière. Elle a aussi les traits tirés, des cernes bleues, le visage sombre. Par quel feu est-elle dévorée ? Alors, elle est dévorée par le mal du pouvoir, en fait. Symboliquement, d'une manière métaphorique, on l'a concrétisé, ce mal du pouvoir, par un objet, par un livre, qui contient une très grande puissance, parce que ce livre, c'est la mémoire des hommes et de leurs combats passés. Et suivant l'usage qu'on en fait, si c'est pour un usage... disons, destiné au bien commun, et tout à coup il libère une très grande puissance, mais une puissance salvatrice, et si au contraire on use de sa puissance à ses propres intérêts, tout à coup il vous dévore et il vous détruit, et c'est exactement ce qui arrive à Tilda, en fait. Elle est dévorée de l'intérieur, elle, mais comme son frère, comme tous ceux qui se servent de ce pouvoir-là à leur service, en fait. Je ne serai jamais votre égal, dit Berthilde à Tilda au milieu du premier volume. C'est suite à cette prise de conscience politique que lui va rejoindre le camp des insurgés, ce que Tilda interprète comme une immense trahison. Il y a pour lui, pour ce personnage de Berthilde, qui est aussi important, et on va essayer de revenir un peu sur cette galerie de personnages et ce qu'ils incarnent, une aspiration à l'égalité qui va être plus forte que cette amitié. C'est plus fort pour lui, mais c'est sans doute lié à sa condition. C'est-à-dire que Berthilde n'est pas plus pure que Tilda. Je ne crois pas. Enfin, il n'a pas les mêmes éléments en main. Et je ne suis pas certain que Berthilde, à la place de Tilda, ferait autre chose et aurait un destin différent. Je pense que quiconque dans la situation d'accéder ainsi au pouvoir sans aucune contradiction est en danger. Enfin, peut devenir un danger pour les autres et lui-même est en danger de se perdre. Il se trouve que Berthilde, par ses origines, il vient d'ailleurs, lui il vient du peuple,
Et a priori, ce destin-là n'est pas tout à fait le sien. Lui, il s'inscrit tout de suite dans un mouvement collectif parce qu'il y voit son chemin. Mais même là-dedans, il a des entêtements, Bertil. Il se perd parfois. Il a des colères, il a des passions qui l'emportent et qui l'aveuglent aussi. C'est-à-dire que, alors que sans doute, de toute évidence, il faudrait chercher des alliances, des appuis pour réussir cette conquête et pour réussir cette émancipation, il se perd un peu lui aussi. L'âge d'or, cette bande dessinée, ce roman graphique, Cyril Pedrosa, c'est à la fois l'esthétique merveilleuse du conte et la force de l'utopie. Et votre utopie, à vous, c'est celle d'un âge d'or où les hommes naîtraient, seraient vraiment libres et égaux, sans Dieu ni maître, sans maître ni serviteur. Cette société qu'on pourrait décrire de très utopique, en tout cas telle qu'elle est présentée aussi dans le livre, est-ce qu'elle a quand même un jour existé? Est-ce que vous en avez trouvé quelque part les traces? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a eu des parenthèses heureuses dans l'histoire de l'humanité, mais je pense elles ont été assez courtes. Et après, je crois on est sans cesse. On est régulièrement à la recherche de cet idéal-là. Et parfois, c'est pas tant qu'on perd le chemin, je crois, mais c'est surtout que de temps en temps, on est enfermé dans un aveuglement, dans un sentiment d'enfermement absolu de la situation. C'est le cas des personnages de ce récit, de l'âge d'or. Ils sont dans une époque où ils ont l'impression qu'ils ne peuvent échapper à rien, que leur destin est scellé pour toujours, le leur, celui de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et ainsi de suite. Et je crois qu'on est de nouveau dans un moment comme ça, où on a l'impression que le monde est ainsi et qu'on ne peut pas le changer. Et on oublie que le monde est une construction sur laquelle on peut agir avec plus ou moins de difficultés, mais c'est une construction réellement. Et c'est pour ça que l'utopie à tout moment, en fait, on peut l'énoncer à voix haute. En tout cas, on peut en avoir l'espoir. C'est peut-être pour ça aussi qu'on réveille parfois les utopies. On va écouter elles servent à ça, je crois. À ce sujet les mots de Paul Ricoeur, l'auteur de L'idéologie et l'utopie. L'utopie, c'est un lieu de non-appartenance, c'est un lieu de nulle part. Alors, est-ce que l'utopie n'a pas une fonction qui est précisément de corriger l'enfermement dans l'idéologie? Est-ce que nous n'avons pas toujours besoin de rêver d'un ailleurs pour habiter correctement le lieu où nous sommes? C'est un peu l'idée du voyage, ça touche quand même à des choses très profondes de notre culture, l'itinérance. Il y a un côté utopique, des variations sur notre appartenance en étant ailleurs. Les utopies ont été alors des œuvres littéraires, alors que l'idéologie fonctionne souterrainement, tacitement, l'utopie fonctionne à ciel ouvert. L'utopie fonctionne à ciel ouvert, c'est bien dit, c'est ça aussi le ressort que vous avez, travaillé dans l'âge d'or, Cyril Pedrosa. C'est-à-dire que j'aime bien cette idée, je trouve ça très juste, cette idée que c'est comme un voyage, c'est-à-dire que quand on se sent... Mais je pense qu'on est nombreux en ce moment, par exemple, à éprouver ça, une sensation très très forte d'enfermement et on recherche désespérément... Vous ressentez ça en ce moment? Non, mais on recherche désespérément des interstices pour pouvoir s'échapper. Et en ce moment, j'ai vraiment, par exemple, énormément, mais je pense comme beaucoup de gens, le fantasme d'un ailleurs, là, d'un ailleurs. Et pour l'instant, cet ailleurs n'est que mental, mais il sauve la vie. Et je crois que l'utopie procède de ça aussi. C'est la capacité quand même en soi, dans un endroit où personne ne peut intervenir, là, à l'intérieur de soi-même, on peut projeter quelque chose, on peut se construire un autre paysage, on peut l'inventer. C'est quand même extrêmement précieux, ça. L'utopie et la fiction, vous pensez aujourd'hui, Cyril Pedrosa, qu'on a un besoin de fiction? Ah oui, mais je crois qu'on a tout le temps besoin de fiction, tout le temps, c'est vital. Enfin, pour des tas de raisons. D'abord, comme auteur, moi j'en ai besoin. Si je peux plus écrire de fiction, je m'étiole, quoi. Je m'éteins. Et après, comme lecteur, comme spectateur, j'ai absolument besoin justement de ces interstices-là qui s'ouvrent, quelles que soient les circonstances, et qui peuvent s'ouvrir, quelles que soient les circonstances. Même maintenant, même aujourd'hui, même hier, même demain, quelles que soient les circonstances, on peut toujours ouvrir des espaces grâce à la fiction. Vous avez choisi de situer cette histoire au Moyen-Âge. Pourquoi ce saut dans le temps, même si on sent bien à travers les personnages, ce qui leur arrive, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, les parallèles avec la société d'aujourd'hui? Pourquoi avoir choisi ce retour en arrière, ce décor-là? C'est-à-dire quand on a commencé à travailler sur ce récit avec Roxane Moreil, ce dont on avait envie à ce moment-là, c'était quelque chose vraiment d'assez simple. C'était justement d'énoncer à voix haute nos désirs d'utopie dans un moment où on avait l'impression que c'était pas forcément difficile de le dire, mais c'était difficile d'être entendu. Et on s'est dit qu'en transposant cette question-là dans un ailleurs passé,
on emporterait le lecteur avec nous beaucoup plus facilement, il accepterait beaucoup plus facilement de nous écouter. Je crois que le lecteur, c'est de toute évidence que ces gens au Moyen-Âge ont raison de se révolter, ont raison de vouloir que ce régime fait de privilèges s'écroule, et non seulement il pense que les personnages ont raison, mais en plus il sait que ce régime va s'écrouler. Il sait que leur combat est juste et qu'il va réussir. Il ne sait pas comment, mais il sait que ça... Donc on a l'adhésion du lecteur. Et du coup, je crois qu'il accepte de nous entendre. Après, il peut être d'accord ou pas d'accord avec nos propositions, ou disons ce que contient le texte. Mais l'idée, c'était vraiment d'essayer de montrer, autant que possible, que nous sommes sans aucun doute dans la même situation que les personnages de cette histoire. Nous sommes dans un monde qui semble clos, qui semble éternel, mais qui ne l'est pas du tout. Et alors évidemment, les personnages de cette histoire de l'âge d'or sont incapables de décrire ce qu'ils voudraient qu'il advienne réellement. Ils peuvent le décrire d'une manière théorique, mais qu'est-ce que c'est ce monde? Ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas le décrire parce qu'ils parlent d'où ils sont. Et on est dans la même situation. On parle d'où on est, alors on est sans arrêt enjoint comme ça de dire mais qu'est-ce que vous voudriez? Mais je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que je veux que ce soit ce monde. Je ne peux pas, je parle d'ici, mais par contre je sais que ce monde peut changer. Et je crois qu'en transposant cette histoire dans le passé, on rend ce discours-là audible. Et ce que vous savez, c'est qu'il faut en tout cas pouvoir en parler. C'est peut-être un peu du Jean-Luc Mélenchon, dans le texte qui vient justement de se dire candidat pour 2022. Maintenant, tout de suite, là où la majorité dit c'est pas le moment de parler de ça. C'est pas, on est en pleine crise sanitaire, on est enfermé dans cette épidémie. Lui répond si justement le débat d'idées doit continuer. Il y a un peu du Mélenchon dans votre Frida, dans votre Élié le Tabellion. C'est celui qui vient provoquer le débat aussi, qui vient dire il y a peut-être d'autres façons de voir les choses. Non mais il n'y a pas d'identification. Il n'y a pas de transposition comme ça. Il n'y a pas des rôles qui seraient interprétés par les uns ou les autres. Mais après, c'est vrai que les personnages incarnent des tempéraments. C'est-à-dire que Abigail, par exemple, dans le tome 1, qui est un personnage qui n'est plus là dans le deuxième volume, mais elle incarne un certain mouvement d'émancipation, mais qui, en raison de son histoire, en fait, a tendance à vouloir se détacher des autres émancipations. Abigail, c'est elle qui dirige cette communauté de femmes dans le volume 1. Oui, c'est une communauté de femmes. Qui accueille Tilda dans sa fuite, avec cette idée d'un monastère phalanstère. Voilà, et ces femmes s'isolent pour être en sécurité, en fait, tout simplement à l'intérieur de la forêt, loin de la fureur des hommes. Et Abigail est convaincue, et ça peut s'entendre, qu'il faut absolument... que c'est ainsi qu'elle peut se protéger et protéger les siennes, ses sœurs. Alors qu'Élié, lui, défend absolument l'idée d'un combat total, en fait. C'est-à-dire que tous les mouvements d'émancipation doivent se rassembler, la fameuse convergence, dans un grand élan. Et ils ont tous les deux raison, sans doute. Et cette tension-là, elle existe depuis longtemps, je pense, dans les mouvements d'émancipation depuis toujours. Quelle est la hiérarchie des luttes ? Où est-ce qu'on doit mener le combat? Et cette question-là, elle se pose encore. Alors après, on voit que, je pense qu'aujourd'hui encore, évidemment, tout ça se déploie, mais on n'a pas cherché à construire des équivalences aussi simples que ça. On voulait vraiment que ce soit plus général, en fait, justement pour ne pas être enfermé dans des figures politiques ou dans des discours politiques tels qu'ils existent, même s'ils sont nécessaires. Mais... Alors évidemment, pas d'équivalence simpliste, comme j'ai pourtant tiré un peu le trait, mais des influences, des tempéraments, comme vous le dites. On pense quand même à vous lire, à Michael Colas de Kleist, on pense aussi à des figures comme celle de Thomas Münster, dont parlait Éric Vuillard dans un roman, La guerre des pauvres, paru l'an passé chez Actes Sud. Thomas Münster, c'est lui qui a guidé, soulevé, mener une insurrection, celle du peuple au XVIe siècle, celle des pauvres. D'une certaine façon, on est toujours entre les principes et ce qui a lieu. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on voit bien qu'aujourd'hui, entre l'égalité des droits et l'égalité tout court, il y a une différence tout de même. Donc, au fond, ce que font la plupart du temps les révoltés, c'est, souvent en tout cas, ramener la société dans laquelle ils sont, d'abord, avant tout, à ses propres principes. Et c'est-à-dire qu'en somme, on s'empare de l'idéologie qui est disponible. Éric Vuillard, sur la guerre des pauvres, les révoltés ramènent toujours la société à ses propres principes. Vous êtes d'accord avec lui ? D'accord. Et puis, mais c'est marrant parce que la figure de Thomas Münster, c'est un des rares textes, c'est un des rares éléments qu'on est vraiment allé chercher, lire, retrouver un peu pour essayer de contextualiser, même pour nous. Est-ce qu'il y a vraiment une historicité comme ça des combats ? Est-ce que vraiment au cœur du Moyen-Âge, les gens se révoltaient comme on le décrivait ? Ou est-ce que c'était pas un contresens total de le faire ? Et on se rend compte qu'en fait, non, c'est présent depuis toujours cet élan-là.
cette volonté désespérée d'échapper à son sort comme ça. Alors après, il y a un élément très particulier de cette époque-là qui n'est pas du tout présent dans le récit, c'est le fait religieux qui est vraiment pendant très longtemps en fait un vecteur de révolte qu'on a été obligé de mettre de côté parce que c'était pas notre sujet et qu'on avait peur de se perdre. Mais c'est étrange comme même la foi et enfin alors que c'est fondamentalement transcendant, enfin que très longtemps et d'une manière assez massive en fait ça a mobilisé le cœur des hommes pour agir dans l'instant, pour échapper à leur propre sort. Et alors évidemment aujourd'hui c'est un sujet compliqué, enfin on était vraiment... C'est étrange parce qu'on avait envie de puiser dans... À la fois de s'appuyer comme ça sur le passé, mais on s'est rendu compte très vite que le fait religieux nous encombrait totalement. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est un peu dans cette situation-là aujourd'hui, un peu de nouveau. Très très encombré par le fait religieux et je trouve à titre personnel qu'on se perd beaucoup là-dedans. Mais bon, on ne peut pas échapper à ça. C'est des faits qui s'imposent et avec lesquels il faut composer malgré tout. Mais c'est difficile de construire du coup une pensée d'émancipation dans ce contexte général-là, je trouve. Mais c'est ce que parvient à faire aussi Thomas Müntzer. C'est peut-être aussi pour ça que cette référence, elle est tacite dans votre histoire, dans votre âge d'or, Cyril Pedrosa. Il était théologien, mais il fait passer aussi... la cause, ou plutôt le savoir devant les croyances et le pouvoir des livres, voire du livre dans l'âge d'or, il est essentiel aussi. Ah oui, il est fondamental. Et c'est vrai, alors Thomas Müntzer le paye très cher, il le paye de sa vie. Mais alors c'est le pouvoir des livres. Mais le livre, dans l'âge d'or, bon, évidemment, le pouvoir des livres, on le connaît, mais dans l'âge d'or, il nous permet surtout d'incarner physiquement quelque chose qui est aussi très puissant, dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais qui est la mémoire. Il y a comme ça, je crois, dans notre histoire, une espèce de compilation des combats, des puissances, et même les échecs nourrissent les petites victoires qui adviennent parfois. Et ça nous paraissait important d'essayer de raconter ça, d'essayer de raconter que les combats passés, c'est ça qui fabrique cette puissance qui arme Tilda ou qui arme les insurgés de ce récit. C'est fort d'une histoire, en fait, qu'ils trouvent aussi en eux l'élan pour combattre. Ils ne sont pas seuls. Ils sont pas seuls au milieu d'un néant. Non, ils s'inscrivent dans une espèce de combat désespéré de l'humanité pour s'affranchir du pire d'elle-même, quoi. Et ce sont les mots phares, comme la lumière qui peut s'en dégager du livre de cette histoire, l'âge d'or, Cyril Pedrosa. Depuis l'aube du premier jour, nous avançons d'un pas mal assuré, guidés par un esprit de concorde fragile. Ce que la campagne fertile offre en abondance, nous le partageons, tout comme le fruit de notre labeur commun. À nul ordre naturel, notre destin ne correspond. Nos volontés partagées dessinent elles seules notre horizon. Nous sommes faits d'un même sang, un même fer, dans lequel nous forgeons nos lois, qui se dressent et se parent de l'habit des princes. Nomme ici le maître, là le serviteur, fait de l'injustice une vertu. Amis, garde en souvenir les hivers passés, jamais les tyrans, rien ne fut donné, mais conquis dans des combats menés. Depuis l'aube du premier jour, nous semons les plaines d'un nouveau monde où, sous la courbe lente du soleil, l'ombre ne fait que passer. On va revenir en musique au mythe littéraire, celui de Tristan et Iseut, à l'amour chevaleresque, avec Iseut, Bad Boy. Quelqu'un frappe à ma porte, je sens mon pouls qui s'accélère, le temps s'arrête. J'ouvre la porte, c'était l'amour. Oui, c'était lui que j'attendais. Et lui, le feu qui me consume. Ce même homme qui m'allume, qui me enchaîne, qui me rend bête et qui m'éteint quand ça lui chante. Je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Me posez pas de questions, que ça vous plaise ou non, on s'aime. Le temps d'une chanson, je
suis tombée amoureuse d'un bad boy. Me posez pas de questions. Au fond de lui, je sais qu'il m'aime, qu'il m'aime. C'est l'heure où le soleil rentre dans son nid. Le ciel a changé de visage, d'immenses charges de colère. Où est l'homme que j'attendais? Encore on faisait l'amour. Aujourd'hui je suis poussière, même pas une larme pour ta reine en guise de pardon. Je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Me posez pas de questions. Me croyez pas, je m'en fous. Il m'aime. Le temps d'une chanson. Je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Me posez pas de questions. Qui de nous deux baissera les bras? Qui de nous deux partira? Le temps d'une chanson. Iseut avec ce titre Bad Boy, le premier de ce nouvel EP brut à sortir le 20 novembre prochain. Est-ce que vous êtes un mordu, vous, de Game of Thrones, par exemple, Cyril Pedrosa? Non, pas du tout. En fait, je connais pas du tout cette série. Je crois que j'en ai vu un seul épisode, un peu par hasard. Donc, mais pas on m'en parle souvent. Ouais, c'est pas la série ou la télé ou le cinéma non plus qui vous ont inspiré les représentations picturales, le graphisme aussi Non, les représentations picturales, on est plutôt allé chercher avec Roxane vraiment aux sources, c'est-à-dire revenir dans l'art médiéval, regarder, enfin revoir en fait, parce que c'est des choses qu'on connaît un peu mais qu'on oublie, les rétables, les vitraux, les enluminures. Un peu de peinture pré-Renaissance aussi, Bruegel beaucoup, pour essayer de trouver une direction graphique. C'était un enjeu pas si simple en fait de trouver une esthétique qui soit juste par rapport au récit et qui apporte un mélange de séduction et d'étrangeté. On avait envie de ça, parce qu'on voulait que le récit soit un peu séduisant aussi. Et donc on voulait que visuellement il y ait quelque chose d'assez comme ça généreux et flamboyant. Et dans ce millefeuille d'images qui nous imprègne, des images d'hier comme celles d'aujourd'hui, il y en a toujours certaines qui se détachent. Je vous propose d'écouter les mots de l'illustrateur et auteur du transpersonnage Jean-Marc Rochette sur le plaisir du trait. On se fait plaisir comme un chef-op au cinéma. Voilà. On va éclairer, pour que la scène soit bien éclairée. En bande dessinée, on a quand même un gros handicap. Il y a le cinéma qui fait des choses formidables, il y a la littérature. Et nous, il faut qu'on fasse plaisir au lecteur au niveau de l'esthétique. S'il n'a pas le plaisir du dessin, le plaisir de la couleur, le plaisir du trait, une espèce de truc gustatif, eh ben, on va être complètement brisé par Netflix ou par la littérature, quoi. On a un petit créneau et il ne faut pas rater, quoi. Voilà, ce petit créneau, vous ne l'avez pas loupé. Vous êtes un peu sur la même ligne. Dessiner, c'est se faire plaisir, mais c'est aussi offrir ce plaisir du trait, notamment de la couleur, au lecteur. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière. En fait, le dessin a cette chose singulière, je pense que c'est qu'il contient l'énergie qu'on a déployée pour le réaliser. Cette énergie, ensuite, elle se libère pour celui qui observe le dessin. C'est très propre, je crois, à ce langage-là. Ce qui fait que plus on est, disons, joyeux lorsqu'on dessine, ou en tout cas animé de quelque chose, plus une partie de ça se restitue à la lecture. Et donc là, l'enjeu, c'était d'essayer d'être... oui, c'est vrai, enfin, disons, d'essayer d'être généreux dans ce qu'on proposait. Avec une difficulté, j'ai pas l'habitude dans les livres comme ça d'avoir une ligne graphique qu'il faut tenir comme ça, comme un fil. Là, c'est vraiment lié au récit, et ce qui fait que quand on en a parlé au début avec Roxane, on sentait qu'il fallait trouver les bons rails, mais qu'ensuite il allait falloir rester sur ces rails-là pendant 2 volumes, donc pendant presque 4 ans de dessin, ce qui est un exercice particulier.
et qui nécessite aussi de trouver en soi des ressources pour essayer de justement de pas s'épuiser, de pas épuiser la joie qu'on prend à le faire. Et pareil avec ces personnages, hein, ne pas s'enlacer. On se demande toujours comment on crée un personnage, comment on lui choisit un visage, des traits, des expressions. C'est le cas pour votre Tilda, votre héroïne, votre princesse déchue, qui va beaucoup évoluer aussi au fil des volumes et des pages, puisque c'est aussi un roman, un récit initiatique hein, pour elle. Oui, complètement. Et c'est vrai que, mais enfin, c'est quasiment systématiquement, les personnages évoluent graphiquement. C'est presque inévitable. Enfin, c'est quasiment impossible de corseter comme ça un personnage pendant 2 ans de dessin. L'avantage là pour ce récit-là, c'est que c'était juste par rapport au récit. C'est-à-dire que même les petites déviations ou la petite dérive que prenait mon dessin au fil du temps, elle résonnait d'une manière juste, je crois, avec l'histoire. Donc c'était pratique en fait. Vous avez les doigts pleins d'encre, noire. Oui, j'ai travaillé ce matin. Oui, j'ai dessiné. Vous avez travaillé, pardon. Oui, non, et dessiné aussi, oui, oui. Et vous avez travaillé sur quoi? Ce matin, je dessinais comme des dédicaces, enfin plein de petits dessins originaux que j'ai proposés, enfin on en a discuté avec les éditions Dupuis pour les envoyer aux libraires qui vendent le livre en ce moment, puis qui ont plein de difficultés. Enfin c'est compliqué pour eux de travailler. Donc comme on peut plus rencontrer les lecteurs en ce moment et faire de dédicaces et avoir un temps d'échange, je dessine, enfin je dois dessiner 1000 dessins comme ça qui vont être envoyés dans plein de librairies, mais j'en ai déjà fait 750, donc j'ai bien travaillé. Ah, vous avez bien bossé, ouais. Partout en bossé. France. Et ils racontent quoi ces dessins? Votre humeur du moment ou Non, j'essaye des figures? Des figures qui sont tirées du livre en essayant de... Mais c'est un exercice de style en fait, c'est-à-dire que c'est des dessins qui sont faits en 2 minutes, donc c'est très spontané, j'ai pas trop le temps de réfléchir. Objectivement, parfois, assez souvent les motifs se répètent, mais l'idée c'est d'essayer justement de garder la joie de le faire pour que le dessin il contienne un peu ça et que ce soit un plaisir pour le libraire de l'offrir et un plaisir pour le lecteur de le recevoir en fait. Voilà, plaisir d'offrir, plaisir de recevoir aussi cette part de fiction et d'imagination, cette part de merveilleux que l'on retrouve bien présente dans L'Âge d'Or, volume 2, aujourd'hui, Cyril Pedrosa avec Roxane Morel. Le livre, la bande dessinée paraît chez Air Libre. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous.